Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Propial consacré donc au dessin et modèle, parents pauvres de la propriété intellectuelle. Alors, le but du jeu, ça va être de démontrer qu'il n'est pas si pauvre que ça. Il est 17h33. On va peut-être attendre 2 minutes que d'autres participants nous rejoignent. Bien, je pense qu'on va démarrer. Donc, pour vous parler du sujet, nous avons le privilège d'accueillir 3 experts que je vais maintenant vous présenter. Alors, nous avons tout d'abord Michel Dietrich, qui a commencé sa carrière au cabinet Weinstein à Paris et qui a rejoint le cabinet NUS, que tout le monde connaît à Strasbourg, en 2001. Donc, comme vous le savez, le cabinet NUS a rejoint le cabinet Ypsilon en 2019 et donc Michel travaille maintenant dans ce cabinet Ypsilon où elle est responsable du département marque modèle. Michel est mandataire français et européen en marque et modèle, titulaire donc d'un Master 2 droit, accord et propriété intellectuelle du CEPI. Et puis, elle a également étudié à The London School of Economics and Political Science, donc où elle a obtenu un Master 1 en droit privé. Avec elle, nous avons Pierre Albe. Alors, Pierre est responsable du département propriété intellectuelle chez Hager Group, qui est une entreprise, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de à peu près 11 à 13 000 personnes. Pierre précisera peut-être. Donc, collaborateurs qui sont présents dans le monde entier sur du matériel électrique. Pierre est diplômé du CEPI, il a le DU brevet, il est mandataire français et européen. Il a commencé sa carrière chez Sony France en 1998 et rejoint Hager en 2001 en tant que responsable du bureau d'études d'abord, ingénieur brevet en 2004 et enfin responsable propriété intellectuelle donc en 2013. Et puis nous avons Laurent Nuss. Alors il serait inutile de présenter Laurent Nuss parce que tout le monde connaît Laurent Nuss, mais quand même quelques mots. Donc Laurent est CPI brevet. Il a la particularité d'être également Patentanwalt. Donc ce qui est pas trop fréquent, mandataire français et européen. Il a été à la tête donc du cabinet NUS de très nombreuses années, le cabinet ayant été fondé en 1899. Laurent me corrigera par, je crois, ton grand-oncle Laurent. Et ensuite, c'est Pierre Nuss qui a dirigé le cabinet. Laurent a été également professeur au CEPI, donc il est très connu de tous les diplômés du DU brevet du CEPI, et donc Laurent a récupéré la gestion du cabinet donc NUS de Pierre avant donc que le cabinet NUS rejoigne le cabinet Ypsilon début donc 2019. Alors, quelques détails pratiques pour les questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y répondra donc en fin de session. Et ceci étant dit, je vais tout de suite passer. On a eu un problème de Larsen là. On va tout de suite passer. Je vais tout de suite passer la parole à Michel Dietrich, donc qui va nous présenter le dessin et modèle. Michel, c'est à toi. Merci Philippe, bonjour à tous. Alors, moi je suis chargée, je vais commencer par rappeler le cadre juridique des dessins et modèles, notamment pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet outil, qui est, il faut bien le reconnaître, moins connu que le brevet ou la marque. Alors, le dessin et modèle est défini par la loi. Sa définition a été complétée par la directive de 2024 de l'Union européenne. Donc, je vais juste dire un petit mot parce que le paquet modèle est une réforme assez importante pour les dessins et modèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste vous dire qu'elle est rentrée en vigueur le 8 décembre 2024, qu'elle
elle a un délai de transposition le 9 décembre 2027 pour les États membres. Il y a également un règlement de l'Union européenne du 23 octobre 2024 qui est entré en vigueur le 8 décembre 2024, qui est donc applicable pour certains aspects le 1er mai 2025 et pour d'autres aspects, on a jusqu'au 1er juillet 2026. Alors, le design model est défini donc par la loi comme l'apparence d'un produit que lui confèrent ses caractéristiques. Alors, on parle de lignes, de contours, de couleurs, de formes, de textures. La directive va ajouter aussi décoration, le mouvement, les transitions, tout autre type d'animation. Alors, les dessins et modèles, il faut comprendre, ce sont tout article industriel ou artisanaux. Ça peut être des emballages, ça c'est ce qu'on nous donne la définition. Ça peut être une disposition dans l'espace d'éléments. Ça peut être aussi des symboles graphiques, des logos, des motifs, des caractères typographiques ou des interfaces utilisateurs graphiques. Voilà, ça c'est ce qui rentre vraiment dans la définition. Pour résumer, et pour faire plus simple, les dessins et modèles sont partout dans la vie quotidienne. On les retrouve par exemple dans les vêtements, les accessoires de mode, sur une robe avec un motif particulier par exemple, ou bien des meubles, ça peut être un canapé avec une forme particulière. Ça peut être aussi dans l'électronique, un smartphone qui aurait un design innovant, des articles de cuisine, alors ça peut être des couteaux avec un design particulier, des assiettes avec un motif spécifique, ou bien des casseroles ayant une forme originale, par exemple. Et dans l'automobile aussi, le design extérieur d'une voiture ou l'apparence de certains éléments d'un véhicule. Donc les dessins et modèles, ça peut être des éléments tridimensionnels ou bidimensionnels, comme aussi des motifs, des lignes ou des couleurs. Et tous ces éléments de design ont un rôle majeur dans la réussite commerciale des entreprises, puisqu'ils délivrent un titre qui assure une protection renforcée. Ce titre permet d'avoir un monopole et on va voir que s'ils sont partout, tous ces dessins et modèles, ils ne sont pas, enfin, tous les dessins et modèles ne peuvent pas être protégés. Donc là, je vais vous énumérer les exclusions des dessins et modèles. La première exclusion, c'est que les dessins et modèles qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne peuvent pas être enregistrés. Là, on a l'exemple d'un dessin représentant une jeune femme avec un bonnet phrygien qui a par exemple été refusé à l'enregistrement au motif qu'elle faisait référence à une origine officielle. La deuxième exclusion, donc, c'est les logiciels. Il faut savoir que les logiciels sont protégeables principalement sous certaines conditions par le droit d'auteur. Mais néanmoins, on peut protéger à titre de dessin et modèle une interface graphique. Et donc ça, c'est assez nouveau dans la directive, même si c'était accepté jusqu'à présent. Mais là, c'est formellement indiqué. Donc, on ne peut pas protéger un code source de logiciel, par exemple, mais l'apparence d'un tableau de bord, ses icônes et ses animations de changement. La troisième exclusion, ce sont les dessins modèles purement fonctionnels. Ça, c'est un motif qui est quand même très souvent invoqué pour contester un dessin et modèle. C'est-à-dire qu'une forme qui est purement imposée par la fonction technique ne pourra pas être protégée. On protège vraiment le design. Néanmoins, certains dessins et modèles peuvent avoir des caractéristiques techniques, mais ils ont également une fonction esthétique qui permet de les protéger. Et on aura l'occasion de revenir sur ce critère plus tard. Laurent Nuss, notamment, reviendra sur ce critère tout à l'heure. Voilà. La quatrième exception à la protection d'un dessin et modèle, ce sont les modèles dont la forme d'un produit et ses dimensions sont imposées pour pouvoir être associés à un autre produit afin que chacun puisse remplir sa fonction. C'est un peu long comme formule. Il s'agit en fait des pièces d'interconnexion. Il est logique que les pièces qui sont destinées à être intégrées techniquement dans une autre pièce ne puissent pas être protégées, puisque c'est par essence fonctionnel. Néanmoins, il y a quand même une exception de taille, ce sont les systèmes modulaires, qu'on appelle aussi plus communément la clause Lego. Et donc, les systèmes modulaires d'interconnexion, comme les jeux de construction, donc, où il y a des meubles emboîtables, peuvent être protégés par un dépôt de
de dessin et modèle. Alors, après avoir vu les modèles qui ne peuvent pas être protégés, on va parler surtout des conditions de protection d'un dessin et modèle. Il y en a principalement deux, donc c'est la nouveauté et le caractère propre ou le caractère individuel. Alors, sur la nouveauté, le texte dit qu'un dessin et modèle est regardé comme nouveau si à la date de dépôt, aucun dessin modèle identique n'a été divulgué. Sachant que par identique, il faut voir les modèles qui ont des caractéristiques qui ne diffèrent que par des détails insignifiants. C'est un critère qui est très important dans le droit des dessins et modèles, puisqu'une fois que le modèle a été rendu accessible au public par une publication, par exemple sur une publicité, sur une vitrine, en vitrine, sur une plaquette ou sur les réseaux sociaux, n'importe où dans le monde, il perd son caractère nouveau. Donc, il est très important de garder ces créations secrètes jusqu'à leur première mise sur le marché euh, euh, avant de déposer le modèle. Alors, heureusement, la loi a quand même prévu un délai de grâce qui permet de déposer son modèle dans le délai d'1 an à compter du moment où l'auteur l'a divulgué. Ainsi, pour ne pas s'auto-divulguer soi-même, on peut déposer dans ce délai-là, même s'il est quand même recommandé de ne pas attendre la fin de ce délai d'1 an. Alors, pour exemple, j'ai mis une photographie qui illustre justement ce critère de la nouveauté. C'est un arrêt du tribunal de l'Union européenne où une société néerlandaise avait obtenu la nullité d'un dessin et modèle d'une marque de chaussures assez célèbre, car le modèle avait été divulgué sur Instagram par Rihanna, qui était en fait la nouvelle directrice artistique de cette marque. Et cette publication était intervenue plus d'1 an après le dépôt du dessin et modèle, et malheureusement, celui-ci a été annulé. Alors, juste un petit aparté, il faut savoir aussi que ce délai de grâce, il s'applique en France et dans l'Union européenne, mais il faut faire attention parce que certains pays ne l'appliquent pas. Il y a des pays qui appliquent un principe de nouveauté absolue, notamment en Asie ou dans les pays du Golfe. Donc, il faut rester prudent et aussi anticiper la protection du modèle pour l'avenir. Le deuxième critère important pour les dessins et modèles, donc c'est le caractère propre ou individuel. Caractère propre, c'est la loi française. Le caractère individuel, c'est la loi de l'Union européenne. Donc, c'est aussi un critère qui est très souvent utilisé pour tenter de contester un dessin et modèle. Alors, le caractère propre ou individuel, pour le simplifier un peu, c'est le critère de déjà-vu. C'est l'impression que peut avoir l'observateur averti sur ce qu'il connaît déjà dans le même domaine. Donc, si le modèle ne remplit pas ce critère, si cette impression globale a déjà été vue, c'est un critère assez subjectif quand même, eh bien, il pourra être annulé. Alors, pour illustrer ce critère, j'ai mis c'est juste avant, j'ai mis la photo d'une chaussure bien connue qui avait été annulée à la demande d'une autre société et qui avait démontré qu'il existait déjà des chaussures, notamment c'était une chaussure avec une lanière qui ressemblait fortement à la représentation de l'illustration. Et il a été décidé que cette chaussure manquait de caractère individuel. Ouais. Alors, il y a un troisième critère qui est le critère de la visibilité. Le dessin et modèle doit être visible. Alors, ce critère, notamment au moment du dépôt, est essentiel. Hein. Il faut qu'on arrive à identifier et qu'on voit bien le modèle lors du dépôt. Mais notamment dans le cas de produits complexes, ce critère est aussi important. Le produit complexe, c'est un produit qui se compose de plusieurs pièces qui peuvent être remplacées et qui permet le démontage et le remontage du produit. Donc, ces pièces de produits complexes, elles sont soumises à la condition de visibilité lors de l'utilisation normale du produit, à l'exception bien sûr des actes de réparation et d'entretien. C'est pourquoi il est important de savoir aussi, lorsqu'on a un modèle, si c'est une pièce d'un produit complexe ou non. En l'occurrence, l'illustration, c'était un sac d'aspirateur qui avait été déposé. Alors, il n'a pas été déposé pour des aspirateurs, mais il a bien été déposé pour des sacs d'aspirateurs
Et dans cette affaire, la Chambre de recours avait considéré que le modèle n'était pas une pièce d'un produit complexe et donc il était parfaitement visible. Et il a aussi été indiqué qu'il suffisait d'ouvrir l'aspirateur pour voir dans son utilisation normale, de toute façon, le sac d'aspirateur, ce n'était pas une opération très complexe. Voilà, donc ça, c'est les critères indispensables pour protéger un dessin modèle. On va passer maintenant à la partie dépôt. Alors, il faut savoir qu'avant de déposer un droit de propriété industrielle, souvent, il est recommandé de faire des recherches. Pour le modèle, il faut savoir que le dessin et modèle, ce n'est pas toujours facile de faire des recherches parce que, par essence, les droits antérieurs peuvent être soit publiés dans le cadre de dépôt de modèle, mais ça peut être aussi tout objet qui existe et qui est divulgué un peu partout. Donc, on en fait quand même beaucoup moins qu'en matière de marque. Néanmoins, les enjeux de recherche sont importants et en fait, souvent, c'est évidemment les personnes qui souhaitent protéger leur modèle, qui connaissent finalement eux-mêmes dans leur secteur d'activité un peu ce qui se fait déjà parmi les concurrents. Alors, pour déposer un dessin et modèle, il faut faire très attention aux vues qui sont produites. C'est vraiment quelque chose de très important. Il faut que les vues soient claires et précises. Et il faut qu'elle puisse permettre d'appréhender le dessin et modèle sous différentes formes. Alors déjà, dans le dépôt de dessin et modèle, il faut un fond neutre. Donc en général, c'est un fond blanc. Il ne faut pas de cote, donc pas d'indication comme l'illustration des lunettes. Il ne faut pas indiquer voilà, les mesures, etc. Et toutes les vues doivent correspondre à un seul et même objet. Alors là, je vous ai mis une vue d'un célèbre robot ménager où on voit bien que il est déposé sous différentes formes. Il y a des vues de perspective, droite et gauche, des vues de face, des vues de dessus, des vues de côté gauche, côté droit, une vue de derrière. Il manque la vue de dessous, mais en tout cas, ça permet d'appréhender vraiment la forme du modèle. Alors, le règlement de la marque de l'Union européenne a admis la possibilité de déposer désormais plus de 50 designs différents dans le même dépôt. Alors ça, c'est vraiment un progrès parce qu'avant, il fallait que ce soit des dépôts qui relèvent de la même catégorie. Donc aujourd'hui, on pourra en mettre jusqu'à 50 et on peut aujourd'hui mettre normalement autant de vues qu'on souhaite pour permettre d'appréhender le modèle. Et surtout, on pourra aussi mettre soit des photographies, soit des images 3D, des vidéos, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir appréhender cette forme. Ensuite, il est possible aussi, dans le cadre du dessin et modèle, d'isoler certaines parties qu'on veut protéger, puisque toutes les parties ne sont pas forcément, on ne veut pas forcément les protéger. Et pour cela, il y a un certain nombre de techniques. Là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, la poêle, où on veut uniquement protéger le manche, donc on mettra en pointillé ce qui ne nous intéresse pas, mais ça permet de voir la marque en situation. L'autre solution, c'est pour les motifs, on peut isoler une partie agrandie, pour autant que la partie agrandie soit visible sur les autres vues soumises aussi. Pour la voiture, la solution, c'est de mettre en exergue la partie qui est intéressante. On a aussi le clapet du téléphone, donc en position fermée, en position ouverte. Et il y a d'autres techniques encore, on peut mettre des vues éclatées pour essayer de montrer exactement comment les objets se positionnent. Donc c'est très important de réfléchir et d'anticiper avant de déposer un modèle, de réfléchir à la façon dont on va le déposer. Il ne faut pas hésiter à faire appel à votre conseil pour cela. Il faut également anticiper l'extension de protection à l'étranger parce que dans certains pays, il y a des exigences particulières. Donc, c'est bien de le savoir avant lorsqu'on dépose le dessin modèle. Alors, lorsqu'on dépose un dessin modèle, il faut aussi réfléchir à la personne qui dépose. Donc, ça peut être soit une personne physique, soit une personne morale. En tout cas, il faut s'assurer, la personne qui va les déposer doit s'assurer d'avoir les droits et donc il faut vraiment réfléchir et s'assurer que
Éventuellement, s'il y a du droit d'auteur, savoir qui détient ce droit d'auteur et s'il y a eu un acte de cession pour ne pas avoir de difficultés par la suite. Les systèmes de dépôt de dessins et modèles, il y en a plusieurs. Il y a on peut déposer effectivement le dessin et modèle en France. Et il y a un système de dépôt de modèles de l'Union européenne qui s'appelait avant modèle communautaire et qui permet d'avoir un titre unique dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Il y a le système des dessins et modèles international qui permet de déposer le modèle dans un très grand nombre de pays. Notamment, il y a les États-Unis, etc. Donc, c'est assez intéressant et on n'est pas obligé d'avoir un dépôt de base dans le pays d'origine, comme c'est le cas pour la marque, par exemple. Et donc, ensuite, l'autre solution, c'est également les dessins et modèles directement dans le pays concerné. Je crois qu'il faut revenir en arrière. Voilà. Pour déposer un dessin et modèle, on est aussi obligé d'indiquer quelle est il y a un système de classification des produits donc, qui s'appelle la classification de Carnot, qui est un système composé de 32 classes et de 219 sous-classes. Donc, ce n'est pas un système comme la marque, où on doit choisir les produits, les services qui seraient revendiqués. On indique à quoi correspond le modèle. Et donc, cette indication ne limite pas la portée du modèle. C'est uniquement une classification administrative. Elle est d'ailleurs assez complexe parce que parfois, il y a des objets qui sont de même nature et qui peuvent relever du même domaine. L'autre information pour les dépôts de modèles qui est intéressante, c'est qu'en France, on peut procéder à un dépôt simplifié. Alors, ça s'applique surtout aux entreprises qui renouvellent fréquemment leur décor. Ça permet, dans un seul dépôt, de déposer jusqu'à 100 dessins et modèles pour une redevance unique. Donc, c'est très intéressant financièrement. Et ensuite, on peut choisir, au bout de 30 mois, ou même avant, si on le souhaite, de choisir les dessins et modèles qu'on va conserver ou pas. Puis, ça laissera un petit peu de temps pour voir si les dessins et modèles fonctionnent ou s'ils sont intéressants. De même, on peut aussi ajourner la publicité du dessin et modèle. Il faut savoir que quand on dépose un dessin et modèle, il est publié, ce qui confère ensuite un monopole, c'est un peu la contrepartie. Mais pour rester au secret le plus longtemps possible, on peut choisir d'ajourner la publicité dans un délai de 30 mois maximum, pour aussi ensuite choisir de les publier ou pas par la suite, ou si on souhaite les laisser au secret. Alors, la durée du dessin et modèle, elle est de 5 ans, renouvelable 4 fois. Alors là, je parle pour la France, l'Union européenne et la plupart des pays en général. Et donc, pour une durée maximum de 25 ans. Et une fois que le dessin et modèle est enregistré, on peut mettre ce nouveau sigle D entouré d'un cercle qui fait écho aussi au C de copyright ou R de registered pour les marques. Donc, c'est à utiliser sans modération, déjà parce que c'est dissuasif et ça permet de signaler aussi aux concurrents que vous disposez de droits sur votre dessin et modèle. Alors, le dessin modèle a un grand intérêt parce que c'est un titre de protection qu'on peut valoriser et surtout, il offre un monopole avec une possibilité d'interdire donc la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'exportation, l'importation. Il permet également d'interdire la création, le téléchargement, ça c'est nouveau dans la directive, la copie, le partage ou la distribution à haute tri de tout support du logiciel qui enregistre le dessin et modèle. Donc c'est un droit d'interdire et c'est assez facile quand on a un titre pour agir. Donc, elle s'étend à tout modèle qui produit sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble. Ça, c'est si on veut contester un modèle qui nous embêterait. Alors, le dessin et modèle, ce n'est pas le seul moyen de protection des formes ou des motifs qui existent. Brièvement, il y a aussi le système des dessins et modèles non enregistrés. Alors, j'en parle très rapidement. C'est utilisé en général quand on n'a pas pris la peine de déposer un dessin et modèle, mais il faut savoir que quand ça arrive, on a encore ce moyen-là d'intervenir. Par contre, il est quand même beaucoup moins avantageux que le titre de dessin et modèle.
il permet de conférer une protection sur tout dessin et modèle pendant 3 ans à compter de leur divulgation au sein de l'Union européenne. Donc, c'est quand même plus court qu'un dessin et modèle. Et surtout, il ne permet d'intervenir que contre la copie, et pas contre toute création fortuite qui produirait une impression visuelle d'ensemble. Donc, c'est quand même plus strict comme condition, mais il faut savoir que ça existe parce que ça permet, dans certains cas, d'intervenir. La deuxième protection, c'est le droit d'auteur. Il faut savoir que dessin et modèle, la protection de dessin et modèle peut être cumulée avec le droit d'auteur. J'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie. Je vais pas m'étendre tout de suite. Et puis, évidemment, il y a aussi la protection par la marque. Et là, j'en parlerai également tout à l'heure. Voilà. Eh bien, merci Michel. Alors, on va passer maintenant à Laurent et vous allez voir que ça va devenir encore plus intéressant parce que le dessin et modèle, on a l'habitude de l'associer à l'esthétique. Mais on va voir que le dessin et modèle peut être également utilisé pour renforcer, on va dire, la protection de technique. Donc là, à ce moment-là, je passe la parole à Laurent. Merci beaucoup Philippe. Oui, donc Michel va nous parler tout à l'heure, elle a annoncé des synergies entre la marque et le dessin et modèle, et moi je vais vous parler des synergies entre brevet et dessin et modèle. Combiner les deux protections, brevet et dessin et modèle, c'est effectivement une stratégie gagnante. On peut d'ailleurs combiner les trois protections, brevet, marque et dessin et modèle, sur un même objet évidemment. Car il existe une vraie complémentarité dans les protections par brevet et par dessin et modèle pour couvrir à la fois l'innovation technique et fonctionnelle par le brevet et le design par le dessin et modèle. La valeur commerciale de l'innovation est ainsi augmentée grâce à cet effet synergique. Attention, toujours, je le dis, je le répète à chaque fois, à la séquence, puisqu'on sait que le brevet doit toujours être déposé avant toute divulgation, donc en particulier avant ou en même temps que le modèle, pas après, parce qu'en cas de publication du modèle, et parfois ça va plus vite, c'est comme Lucky Luke, ça va plus vite que son ombre, et ça tue dans l'œuf le brevet. Alors, il faut aussi éviter les confusions très rapidement. Le dessin et modèle, ce n'est pas un certificat d'utilité, ce n'est pas un modèle d'utilité. Le dessin et modèle, encore une fois, c'est la protection du design, c'est-à-dire de l'apparence attractive du produit. Le certificat d'utilité et le modèle d'utilité, c'est ce que j'appelle peut-être à tort des petits brevets, c'est-à-dire que par rapport au brevet, souvent les conditions de brevetabilité sont moins importantes, il n'y a pas d'examen de fond, la procédure est plus rapide, la durée plus courte, le système moins coûteux. Donc, c'est plutôt pour des produits souvent dans la mécanique, plutôt pour des innovations simples et devenant rapidement obsolètes. Donc, c'est un point d'entrée, on peut dire, dans l'API, mais à moindre coût. Le CU, c'est une invention franco-française, ça a duré 10 ans. On peut transformer un certificat d'utilité en brevet, c'est possible, mais avec les mêmes conditions de brevetabilité que pour le brevet. Le modèle d'utilité, ça existe dans une soixantaine de pays dans le monde, une quinzaine en Europe, mais il n'y a pas, à l'inverse du brevet européen, il n'y a pas ce qu'on appelle un certificat d'utilité européen ou un modèle d'utilité européen. Voilà, alors maintenant on revient au dessin et modèle pur et je veux aborder cette notion que Michel a effleurée du critère de la forme séparable ou non de la fonction, parce que c'est là toute la difficulté. Qu'est-ce qui est protégeable par modèle et qu'est-ce qui ne l'est pas quand on est en présence d'une forme? Donc on a un article de loi, qu'il s'agisse de la France ou l'Europe ou d'autres pays, ça revient toujours au même. On nous dit, on nous définit par la négative, n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On peut déjà faire la démarche à contrario, et on comprend donc que sont protégeables les formes qui conjuguent la recherche esthétique et la fonction technique. Sitôt qu'il y a les deux, ça devient protégeable. On sait que la forme peut être dissociable ou indissociable de la fonction qu'elle exerce. Je prends souvent comme exemple un siège, par exemple, de voiture. Vous avez des coutures et des surpiqûres. Les coutures, elles sont imposées par des
par des impératifs techniques, elle relie les pièces entre elles, et les coutures ont un aspect purement fonctionnel, alors que les surpiqûres, en rouge, en bleu, en vert, en fonction de vos goûts, ces surpiqûres sont là uniquement pour l'esthétique. Donc, il y a bien une dissociation possible entre les deux. Alors aujourd'hui, on applique le critère que l'on dit des contours, c'est-à-dire qu'on apprécie la forme à protéger selon le degré d'asservissement à la fonction recherchée. En langage clair, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que sitôt que votre forme, la forme de votre objet, qui est fonctionnelle, qui est dictée par une certaine fonction, sitôt qu'elle se voit assortie d'autres éléments inutiles pour créer cette fonction, pour résoudre ce problème fonctionnel, sitôt qu'il y a d'autres éléments, et on va le voir dans différents exemples, eh bien, à ce moment-là, cette forme devient protégeable. Donc, j'ai mis encrier Waterman ou barre de chocolat Toblerone. C'est un petit clin d'œil à mon papa qui a enseigné pendant 40 ans l'API et notamment qui prenait ces deux exemples pour bien expliquer cette règle. L'encrier Waterman, j'en ai un ici, il a différentes facettes et il y en a notamment une qui permet de poser l'encrier. Il tient sur cette facette et il permet de pouvoir accéder aux dernières gouttes d'encre dans le flacon. Eh bien, cette facette précise, cet angle précis de cette facette, ça c'est du purement fonctionnel et c'est du brevet. Mais il y a d'autres éléments sur ce flacon inutiles pour cette fonction-là, qui donnent un look, un certain design à ce flacon. Et à partir de là, eh bien, ce flacon d'encre devient protégeable aussi par la voie des dessins et modèles. Pareil pour la barre Toblerone, qui, vous le savez tous, a une forme de peigne. Eh bien, cette forme de peigne, c'est fonction, c'est pour évidemment pouvoir couper et prendre cette barre Toblerone morceau par morceau. Ça, c'est de nouveau du brevet. Mais elle a aussi un certain look, un certain design. Il y a des éléments, encore une fois, additionnels, inutiles pour cette fonction, tels que la forme triangulaire, par exemple, de la barre. On pourrait très bien imaginer ça sous forme rectangulaire ou sous forme circulaire ou autre. Donc, il y a des éléments, d'autres éléments inutiles fonctionnellement qui lui donnent cet aspect et qui permettent donc, en plus du brevet, de la protéger aussi par des dépôts de modèles. Voilà, alors on va illustrer tout ça par quelques exemples que j'ai choisis et on va commencer par les affaires Decathlon. Alors les affaires Decathlon, il s'agit du masque de plongée Easy Breath que d'aucuns connaissent, qui permet aux gens qui ne sont pas familiarisés avec un masque et un tuba de pouvoir mettre ce masque qui englobe toute la face et de pouvoir respirer beaucoup plus facilement dans l'eau. Bien sûr, il y a un certain nombre de brevets sur ce masque qu'a déposé Decathlon et il y a aussi un certain nombre de dépôts de modèles, tels que le modèle que j'ai fait figurer sur ce slide. Decathlon a déposé plusieurs dépôts de brevets, comme je l'ai dit, et de modèles dès 2014. Et en 2017, il assigne différents concurrents pour contrefaçon de son modèle communautaire que vous avez vu sur la slide précédente. La Cour de cassation rejette car la ressemblance relève, selon la Cour de cassation, surtout des caractéristiques fonctionnelles et les différences sont suffisantes pour ne pas, les différences entre le masque incriminé et le masque Decathlon ont été jugées suffisantes pour ne pas induire la contrefaçon. Ensuite, il y a une société Delta Sport, c'est là que ça devient encore plus intéressant, une société Delta Sport qui demande l'annulation de ces différents dépôts de modèles, motif pris que ces caractéristiques seraient exclusivement dictées par la fonction technique et qu'il n'y aurait pas, comme on l'a vu précédemment, d'éléments additionnels pour permettre à Decathlon de protéger ce masque par des dépôts de modèles. Les arrêts du 4 juin 2025 du tribunal de l'Union européenne, ces arrêts ont jugé que certains éléments du design, notamment la forme ovale du cadre du masque, la forme de la fixation de la sangle de la tête,
participent d'un choix esthétique du créateur et ne sont pas exclusivement dictés par la fonction technique du masque, ces fameux éléments additionnels dont je parlais tout à l'heure. Et en outre, le masque présente des différences avec les masques existants, invoqués, tels que la forme plus arrondie du masque, la forme du capuchon du tuba ou encore la présence d'une encoche sous le nez, ce qui lui confère une impression globale différente, ce qui est, comme l'a dit Michel tout à l'heure, une caractéristique essentielle pour bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles, et donc un caractère propre. Donc, le design de ce masque intègre un choix esthétique discernable, a dit le tribunal, donc discernable des éléments fonctionnels qui vient en plus et qui valide donc le dépôt de modèle et qui ainsi renforce les droits détenus par Decathlon sur ce masque. Voilà pour ce qui est de l'affaire Decathlon. Maintenant, une autre industrie, l'industrie automobile, que je connais bien pour avoir travaillé pendant des décennies pour des clients dans l'automobile. Comme l'a dit Michel, les constructeurs automobiles souvent déposent des dépôts de modèles sur l'automobile complète. Ici, par exemple, c'est le dépôt de modèle du Porsche Macan électrique sorti il y a quelques années. Mais les constructeurs ne s'arrêtent pas là et déposent aussi, en plus de ces dépôts de modèles sur la voiture elle-même, ce qu'on appelle le produit complexe, ils déposent des dépôts de modèles aussi sur les différentes pièces de la voiture, toutes les pièces, les capots, le phare, le toit, les portières, les ailes, etc. Et également, en plus, des dizaines de dépôts de brevets sur parfois même centaines de brevets. Vous avez souvent sur une seule automobile des centaines de brevets qui protègent chacune des différentes innovations techniques de l'automobile en question. Alors, qui dit pièces, on dit des dépôts sur les différentes pièces. Qui dit pièces, et là je vais parler de l'affaire Acacia qui m'a beaucoup occupé. Qui dit pièces pour les automobiles dit pièces de rechange et pièces détachées. Alors là, il y a un régime spécial. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est très complexe, mais quand même, on va l'aborder rapidement pour définir le cadre. Les pièces de rechange ou les pièces détachées, normalement, elles échappent aux droits exclusifs conférés par un dépôt de modèle lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de réparation du produit complexe, donc de l'automobile par exemple, et ce n'est pas que dans l'automobile, c'est aussi dans d'autres industries, ça peut aussi être pour votre machine à laver, en vue de lui rendre son apparence initiale. Donc c'est l'exception pour les fabricants de pièces détachées afin qu'ils puissent reproduire la forme d'un modèle protégé. Le problème, c'est qu'en Europe, il n'y a pas d'harmonisation au sein des États membres concernant cette protection des pièces de rechange. En France, par exemple, la clause, donc la règle, la loi, elle comporte des limites. D'abord une limite sectorielle et puis relative à certaines pièces précises, relatives au vitrage ou aux pièces de rechange réalisées par l'équipementier ayant fabriqué celles d'origine. Donc ce qu'on appelle l'équipementier de première. Alors à ça, à ces limitations sectorielles, notamment pour l'automobile et pour certaines applications, eh bien, l'affaire Acacia est venue influencer les textes, puisqu'aujourd'hui, on a une nouvelle directive européenne et un nouveau règlement européen qui viennent d'être ratifiés et qui incorporent une nouvelle clause de réparation qui reprend directement les grands principes posés par l'arrêt de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'affaire Acacia. Alors, qu'est-ce que ça dit exactement, cette nouvelle clause de réparation? Cette nouvelle clause, eh bien, précisément, elle ne sera plus sectorielle, elle ne sera plus limitée à l'équipementier de première main. Elle prévoit 3 conditions. La première, c'est que la forme de la pièce concernée doit être conditionnée par la forme du produit complexe dans lequel elle a vocation à s'insérer. Ce qu'on appelle la condition de must match. J'y reviens dans un instant. La deuxième condition, c'est que les fabricants des pièces détachées ont un devoir d'information sur l'origine commerciale de la pièce. Et la troisième condition, c'est qu'ils ont aussi un devoir de diligence quant à l'utilisation finale de la pièce par les utilisateurs finaux. Il faut que ce soit vraiment à des fins de réparation et rien d'autre. Si une seule de ces 3 conditions n'est pas remplie,
eh bien l'action du titulaire du dépôt de modèle pourra triompher. Je rappelle que tout ça n'est pas applicable à une marque reproduite sur une pièce de rechange. Si vous faites je sais pas, une aile de voiture et que dessus il y a marqué Porsche Macan, eh bien, cette clause de réparation va vous permettre de fabriquer licitement cette aile. On vient de le voir, c'est l'exception, mais pas de reproduire dessus la marque Porsche Macan que seul Porsche pourra apposer. Alors, je reviens un instant sur ce must match. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là aussi que ça a bien clarifié les choses. L'affaire Acacia, c'était une affaire de jantes. Eh bien, on a fait valoir à juste titre et on a triomphé que les jantes n'étaient pas des pièces détachées. Et c'est ce qui est maintenant clarifié. Ce qu'on appelle pièces détachées, ce sont toutes les pièces dont l'apparence est conditionnée par la forme du produit complexe dans lequel elles viennent s'insérer. On comprend bien qu'une aile, une calandre, un capot, un phare, ça va venir s'insérer dans l'automobile et qu'on n'a pas le choix de la forme et que donc il faut que l'apparence est vraiment conditionnée par la forme de l'automobile en général. Donc ça, c'est la définition de la pièce détachée et le fabricant de cette pièce détachée pourra invoquer la clause et échappera donc au dépôt de modèle. Alors que pour d'autres éléments, tels que d'autres pièces, telles qu'une jante, un volant, un tableau de bord, on comprend bien que là, ces pièces-là, leur apparence n'est pas conditionnée par la forme de l'automobile, par la forme du produit complexe lui-même. Le volant, il peut aller dans d'autres voitures, il n'est pas conditionné par la forme de la voiture. La jante non plus, et là c'était en l'occurrence une affaire de jante dans l'Acacia, on a estimé que ça n'était pas au sens du terme des pièces détachées, ce n'était pas considéré comme des pièces détachées, et donc elles ne tombaient pas sous le coup de la clause, et ainsi le fabricant de cette pièce ne peut pas invoquer la clause et n'échappe pas au dépôt de modèle, et c'est pour ça que dans l'affaire Acacia, eh bien, Porsche a gagné, et Acacia a été condamné puisqu'il contrefaisait les jantes Porsche. Voilà pour ce qui est de la clause de réparation. Une autre affaire intéressante, parce qu'on l'a vu sur pas mal de sites Internet dans l'automobile, lorsque Xiaomi, il y a quelques mois, a présenté son nouveau 4x4, le YQ7, eh bien, il y a eu différents articles qui se sont étonnés de la similitude de la Xiaomi par rapport au Purosang de Ferrari. Et on a dit, mais d'autant plus que Xiaomi disait lui-même qu'il s'était largement inspiré du Purosang. Alors, beaucoup d'articles ont dit, mais est-ce que Ferrari se laisse faire? Est-ce que ça c'est autorisé de faire une voiture aussi proche du Purosang, etc. Donc, vous avez sur le slide suivant les différentes vues en gris de la Ferrari, le Purosang, en bleu le Xiaomi et en filaire le dépôt de modèle Ferrari. Voilà, donc puisque vous savez toujours qu'on ne doit pas comparer stricto sensu les deux automobiles, mais le dépôt par rapport à l'automobile incriminée. Voilà la vue arrière, où on voit donc certaines similitudes, mais aussi des différences. Et donc là, c'est toute la question, comment le juge va interpréter ça. Alors le juge, normalement, va appliquer 3 critères, ceux fixés par l'EUIPO, l'Office de la intellectuelle en matière de modèle, et il va devoir les appliquer plutôt strictement. Le premier critère, il va devoir apprécier eh bien, la liberté du designer. Qu'est-ce qu'il avait comme liberté? La liberté de dessiner les pièces par rapport à toutes les contraintes techniques. Est-ce qu'encore une fois, et on en revient un peu à ce qu'on disait au début, est-ce qu'il y a des éléments là additionnels provenant du designer qui ne viennent pas directement résoudre les contraintes techniques. Donc, apprécier ce degré de liberté.
Le deuxième critère, eh bien, c'est de définir l'utilisateur, qui, comme toujours, est ce qu'on appelle l'utilisateur averti, c'est-à-dire pas un véritable expert, mais quelqu'un qui s'y connaît en automobile, qui en conduit une et qui connaît bien le marché. Et puis le troisième critère, et c'est bien là le critère le plus compliqué, le plus difficile, c'est évaluer l'impression générale d'ensemble. Alors, il faut se mouiller quand on fait une analyse de liberté d'exploitation. Le plus récent, certes, c'est un modèle plutôt original, qui était nouveau sur le marché de l'automobile, certainement protégeable par modèle, au-delà des différentes pièces spécifiques, parce qu'il a vraiment un caractère original. Mais la forme n'est pas entièrement fonctionnelle du pur sang. Il y a des éléments de pur design, inutiles fonctionnellement, que le Xiaomi, a-t-on dit, ne reprend pas. Il ne reprend pas tous les codes esthétiques classiques de Ferrari. Il est plus compact, il relève d'un choix esthétique différent, avec des courbures différentes, un arrière différent, etc. Et donc, il n'y a pas de procès, à ma connaissance, pour l'instant, et je ne pense pas qu'il y en aura, parce qu'il n'y a pas non plus vraiment de risque de confusion. Je pense que les listes d'attente chez Ferrari sont tellement longues qu'il n'y a pas de risque, et puis que non plus que l'utilisateur, en achetant un Xiaomi, pense acheter un Ferrari. Mais en tout cas, il y a suffisamment, à notre avis, de différence pour que le Xiaomi puisse bénéficier d'une liberté d'exploitation. Une autre affaire dans laquelle nous ne sommes pas intervenus, mais qu'on a vue sur Internet, qui est aussi intéressante pour illustrer ça, c'est une affaire de pneumatiques. Les pneumatiques, vous le savez, on peut le voir sur le slide suivant, évidemment, la sculpture, le motif sur le pneu n'est pas purement esthétique. Il influence des performances comme l'adhérence, comme l'évacuation de l'eau, l'usure, le bruit. Donc, ces sculptures dans le pneu sont avant tout fonctionnelles. Mais il n'en demeure pas moins que Bridgestone avait déposé un dépôt de modèle sur son pneu Ecopia en 2017 et a ensuite attaqué une société Shandong pour contrefaçon pour ses pneus Hawk et Super Hawk. Et eh bien, la Cour suprême a tranché, la Cour suprême de Chine a tranché en janvier 2024 en disant que certes, il y avait ce motif recherché à résoudre tous ces problèmes techniques et que donc ce motif était fonctionnel, mais qu'il était aussi visuellement reconnaissable de par des motifs particuliers de sculpture et que sa forme n'était pas uniquement dictée par la fonction, mais qu'elle était également, qu'on reconnaissait que c'était un pneumatique Bridgestone parce qu'il y avait d'autres éléments qui n'étaient pas fonctionnels, ces fameux éléments inutiles dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient aussi reproduits par Shandong dans ses pneumatiques Hawk et Super Hawk. Et donc, la Cour chinoise a jugé que l'impression visuelle globale était trop proche dans la forme, dans les motifs, dans les volumes, et a condamné Shandong pour contrefaçon. Voilà. Et puis, mon dernier slide, et je pense que je suis pratiquement dedans, il y a eu d'autres affaires qui ont défrayé la chronique. L'affaire Apple Samsung, qui est la plus célèbre sans doute à l'échelle mondiale. Apple avait poursuivi Samsung pour contrefaçon de nombreux modèles pour son iPhone. Et ensuite, Samsung a été condamné à payer à Apple des centaines de millions de dollars à l'époque, mais un règlement global est intervenu en 2018 après des années de procédure et a amoindri ces montants. Et puis une dernière affaire aussi dont on a beaucoup parlé, la Lic Habitat, qui est très intéressante. S'agissait de verre à vin. La Cour d'appel avait condamné Habitat pour contrefaçon, motif pris que la tige de ces verres était trop proche, était vraiment très proche des modèles Lalique, de sorte que l'impression visuelle globale de l'utilisateur averti, alors avant on a vu que l'utilisateur averti pour les voitures, c'est un conducteur, ici je ne sais pas si c'est un
Mais en tout cas, que l'impression visuelle globale n'était pas suffisamment différente, et bien la Cour de casse a cassé et a dit non, c'est l'impression visuelle globale, d'ensemble, qui doit compter. On ne doit pas seulement comparer la tige des deux verres, mais on doit comparer tout le verre avec son gobelet, avec sa base. Et là, la Cour de cassation a dit que l'impression visuelle d'ensemble était différente malgré la similarité de la tige et que donc il n'y avait pas contrefaçon par habitat des modèles Lalique. Voilà, j'en ai terminé et je dirais en conclusion, eh bien, dessin et modèle, c'était le titre de l'intervention d'aujourd'hui. Parents pauvres de la propriété intellectuelle, eh bien, je réponds non. Merci beaucoup. Eh bien, merci Laurent pour ces exemples vraiment passionnants. C'est très, très instructif. Je vais passer maintenant la parole à Pierre Albe qui va nous expliquer comment tout ça est mis en œuvre dans l'industrie. Pierre, c'est à toi. Merci Philippe. Donc je vais vous parler, je vais rentrer un peu plus en détail dans la synergie brevet et dessin et modèle. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise, le groupe Aguerre. Et après, je vais attaquer sur comment on déploie le propriété industrielle en pratique chez Aguerre. Et après, je rentrerai dans un cas pratique où on a utilisé la synergie brevet, dessin et modèle. Donc, comme tu l'as dit, Philippe, au départ, hein, on œuvre dans le domaine de l'électricité, en particulier sur les bâtiments donc résidentiels et tertiaires. Les produits et les solutions qu'on offre, qu'on développe et qu'on offre à la vente vont du tableau de distribution, donc le coffret que vous avez là au milieu de la diapositive, jusqu'aux ultra-terminaux, donc l'appareil mural ou les solutions de recharge de véhicules électriques. Donc ça, là, on est sur des produits plutôt adaptés au logement résidentiel. Au niveau des projets de tertiaire, on va reprendre les mêmes fonctionnalités, mais avec des dimensions un peu plus grandes. Là, vous avez au milieu de la slide l'image de tableau de distribution d'énergie qui est 6 à 7 fois plus gros que ce que vous avez dans votre vie. Rapidement, en termes de chiffres, donc on est 13 000 aujourd'hui, 13 000 employés sur 23 sites de production à travers le monde. Et on fait 3 milliards de chiffre d'affaires. On a fait 3 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Alors, pour la préparation de ce sujet, j'ai fait pas mal d'archéologie sur ce qu'on a déjà fait en termes de propriété industrielle. Et je suis remonté au premier dépôt. Alors, j'ai trouvé beaucoup de brevets. Donc, on n'est pas dans le thème du jour. Hein. Et en particulier, la première demande de brevet qu'on a faite en 1968 sur un coupe-circuit rotatif. Et donc, en continuant, en faisant cette partie archéologie, j'ai retrouvé pas mal de demandes de brevets, donc sur 3 périodes hein, que j'ai volontairement découpées, avant 2000, les années 2000-2010 et après 2010, où on voit là l'évolution des différents produits. Donc, on part vraiment des basiques du tableau et de la protection, à aujourd'hui où on est plus sur du management de l'énergie dans le bâtiment, avec on fait rentrer un peu plus d'électronique et d'informatique dans nos solutions. Et alors, dans cette recherche, j'ai également trouvé des premiers dessins et modèles qui datent des années 80. Ça, c'est un couvercle de tableau de distribution avec une certaine activité, donc surtout sur des coffrets avant les années 2000. À partir des années 2000, on a commencé à faire du design sur nos produits de protection. Donc là, vous reconnaissez des disjoncteurs différentiels. Et on a également démarré l'activité ultra-terminale, donc tout ce qui est appareillage mural, on va retrouver des prises et des interrupteurs. Là, on a un peu plus de raisons de déposer du dessin et modèle parce qu'on a une grosse part de design sur ces produits. Et avec l'évolution de notre portefeuille produit, donc on sort de plus en plus du tableau électrique jusqu'aux bornes de charge, donc le dernier dessin modèle que vous avez là. Alors, en termes de dynamique, si on regarde le nombre de dépôts qu'on fait par an, donc on est en première demande de brevet et en première demande de dessin de modèle. Donc, avant les années 2000, on était plutôt 5 pour 1. À partir de l'an 2000, on était à peu près sur une dynamique de 10
premier dépôt de brevets par an et on a fortement augmenté en termes de dessins de modèles. Et cette augmentation a continué depuis 2010. Donc là, actuellement, on est entre 20 et 25 dépôts par an pour des demandes de brevets et une dizaine de dessins et modèles par an. Alors, cette culture, on peut dire, elle est forte dans le sens où on a un portefeuille qui est relativement conséquent. On a cette culture de propriété intellectuelle depuis la fin des années 60. Et on a une constante augmentation de nos dépôts de demandes de brevets et de dessins. L'intérêt pour les dessins modèles, il est grandissant. Vous allez comprendre un peu plus tard dans l'exposé pourquoi ça permet de faire ça permet d'être un bon complément en fait au dépôt de demande de brevets. Et en pratique, ce qu'on fait sur chaque projet de développement, on va faire un audit de propriété industrielle. Et le service propriété industrielle va travailler directement avec le projet de développement. Il y a toute la partie liberté d'exploitation, donc que ce soit technique ou design. Une deuxième partie, c'est l'identification des choses qui peuvent être protégées. Que les designers et les techniciens n'ont pas forcément à l'esprit de tout ce qui peut être protégé dans leur développement. Et de toute façon, on a une politique pour chaque produit innovant. On va essayer de protéger par brevet et par dessin modèle toutes les innovations qu'on va mettre sur le marché. Donc, je vais passer à l'exemple plus particulier qui va nous occuper pour le reste de la présentation. Donc, c'est un interrupteur que vous avez peut-être chez vous, qu'on appelle Cubico. C'est un interrupteur étanche qu'on va retrouver dans les caves en particulier, caves ou sous-sol. Donc, là, vous avez la page de présentation du produit, la page Internet de présentation de ce produit, avec des mentions de brevets sur la partie étanche à l'arrière et sur les vis de montage du capot. Il y a plusieurs coloris qui sont disponibles. Et ce produit donc, a été développé dans les années 2010-2012. Et nous avons déposé donc 2 dessins et modèles. Donc, un sur la forme filaire et un sur qui inclut, on va dire, les coloris que nous avons commercialisés. Et 3 demandes de brevets sur différents aspects techniques. Donc, partant de ça, on a regardé ce que la concurrence en fait, a fait en réponse à ce lancement de 2012. Donc là, vous avez notre produit à gauche sur la photo et 4 produits que nous avons trouvés sur le marché. Alors, je les ai représentés comme ça. On va avoir dans le... Donc, dans le coin ici à gauche, on va avoir notre produit, son design. Et plus on s'éloigne dans ce secteur bleu, plus on s'éloigne en fait du domaine de protection que nous a conféré le dessin modèle et les brevets. Alors, si je regarde la concurrence, le premier modèle auquel je vais considérer, c'est celui-ci. Donc, c'est un produit qu'on a détecté sur un site de vente en ligne. On n'a pas pu acheter ce produit, il n'était pas à la vente. Et on n'a fait aucune action spécifique vis-à-vis de ce revendeur. Et quand le produit a été mis en vente réellement, en fait, le design avait changé. Il a changé, si vous voyez, ils ont changé la couleur la partie qui entoure le soir, là. Et en fait, par ce changement, il s'est éloigné de la protection de notre modèle. Donc, première action, nous, on n'y était pour rien. Et je pense qu'ils ont étudié nos titres de propriété industrielle et qu'ils ont essayé de s'éloigner au maximum de notre protection. Le deuxième est celui-ci, donc il est un peu plus ressemblant. Donc ça, c'est un produit qu'on a détecté sur un salon. Et on a réussi à faire enlever le produit du stand, du salon, donc sur la base du dessin modèle. Alors, après, on a étudié le produit sur la base de nos brevets aussi. Donc, le produit contrefaisait nos brevets. Mais pour décider les instances sur le salon pour faire enlever ce produit, la discussion était beaucoup plus simple en se basant sur le dessin et modèle parce qu'on a juste fait un comparatif entre notre dessin et modèle et le produit qu'il y avait sur le salon.
L'action s'est poursuivie après sur la base des dessins et modèles et des brevets. Et ce qu'on a réussi à obtenir, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vente de ce produit sur le territoire protégé par nous. Et après, les deux autres cas qui sont là, alors c'est des cas qui sont intéressants parce qu'on n'est pas si loin que ça en termes de ressemblance, on va dire. Donc nous, on les considère à la limite de notre domaine de protection, donc on n'a pas intenté d'action. Donc c'est des produits qui sont sortis relativement tard par rapport aux nôtres. Je dis relativement tard, c'est au moins 7-8 ans après la sortie de notre produit. On a étudié ces produits et ce qu'on a remarqué, c'est que les concepteurs de ces produits avaient fait beaucoup d'analyses, on va dire, sur notre portefeuille de propriété intellectuelle et avaient essayé de sortir des solutions différentes pour sortir de notre scope de protection. Et l'esthétique, ils se sont positionnés, alors très très proches, on va dire, mais on va dire à assez bonne distance pour que nous n'ayons pas l'intention de... Donc, je dirais que l'effet cumulé de la protection, donc, sur cet exemple-là, on remarque un éloignement des produits en termes d'esthétique par rapport à notre centre de protection et en termes techniques, on se rend bien compte que nos concurrents étudient nos titres de propriété intellectuelle et essayent de les tourner. C'est ce qu'on fait également dans le développement de produits. Alors, pour la conclusion, ce qui est intéressant en combinant le dessin et modèle et le brevet, c'est qu'on va avoir une protection qui est un peu plus large. Alors, toujours en faisant attention aux formes posées par la technique. Alors, c'est vrai que sur des interrupteurs comme ça, la part du design est relativement faible, mais ça va nous servir quand même. Ça nous permet d'avoir de multiples angles d'attaque en contentieux. Et le dessin modèle est très dissuasif. Quand vous arrivez à une discussion avec votre dessin modèle en papier et que vous présentez le produit du concurrent qui ressemble fortement, la prestation de prime abord a quand même un effet très dissuasif. En cas d'attaque, une attaque combinée, en fait, l'adversaire doit faire tomber tous les titres. Donc, pour s'en sortir, il doit faire tomber les titres type brevet et les dessins et modèles. Et comme la durée maximale de protection est supérieure à 5 ans pour les dessins et modèles, ça nous permet de prolonger un peu la durée de protection de nos produits. Alors, sachant qu'on est sur une industrie bien spécifique où nos produits vont durer plus d'une vingtaine d'années. En termes de négociation, en cas de licence, un dessin et modèle, ça rajoute un titre dans la balance. Donc, il faut aussi en prendre compte. Et en termes de couverture territoriale, les couvertures territoriales peuvent être différentes et complémentaires. Donc ça peut être intéressant dans une stratégie. On va quand même chercher une optimisation budgétaire. Le coût de la protection est relativement plus faible que le coût d'une protection par brevet. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et la procédure est relativement simplifiée. C'est quelque chose qui se dépose assez vite. Donc, j'espère que vous avez compris par cet exemple et par les différents exemples présentés la synergie que nous mettons dans notre portefeuille de pays entre dessin et modèle et brevet. Merci. Merci Pierre de nouveau pour cette mise en exergue de la manière dont l'industrie utilise ces outils. Alors, on va passer à une dernière intervention maintenant de Michel qui va nous parler donc cette fois de la synergie entre les marques et les dessins et modèles. Si vous allez sur les bases de données de l'INPI, notamment le data.npi.fr, vous pouvez remarquer parfois que l'on retrouve des logos de marques qui sont également protégés en tant que dessin et modèle. Alors, c'est intéressant et c'est ce dont va nous parler maintenant Michel. Michel, je te repasse la parole. Merci Philippe. Alors effectivement, je vais tenter de vous présenter la synergie entre les marques et les modèles. Et je ne peux pas parler de la synergie des marques et des modèles sans évoquer dans un premier temps aussi le droit d'auteur, parce que c'est une partie intégrante du droit des dessins et modèles. Je ne suis pas rentrée dans les détails tout à l'heure, je vais brièvement juste vous expliquer que effectivement un certain nombre d'objets de forme ou de marques bidimensionnelles sont protégeables également par le droit d'auteur.
un droit d'auteur qui naît du seul fait de la création. Donc, il n'y a pas de dépôt de titre, en fait, hein, qui existe en droit d'auteur, en France en tout cas, ou en européenne. On peut certes déposer une enveloppe solo pour donner une date certaine, mais le droit d'auteur naît du seul fait de la création et protège tout ce qui est original. C'est un critère au sens de tout ce qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, ce droit d'auteur s'applique souvent sur certaines créations, notamment dans la mode, alors beaucoup moins dans les arts appliqués où souvent les formes sont dictées par la fonction, mais par contre, dans certains domaines particuliers, créatifs, le droit d'auteur est reconnu. Alors, je vous ai mis un exemple d'une sandale d'une marque très célèbre qui avait été contestée. Le modèle avait été contesté enfin non, on avait invoqué la contrefaçon. Et la Cour d'appel de Paris avait écarté la contrefaçon sur la base du dessin et modèle. Cette société très célèbre avait introduit une action contrefaçon et ils ont dit ah non, le dessin et modèle, de la façon dont il est représenté par rapport à la sandale qui était contestée, et produisait une impression visuelle différente. Donc, elle a par contre accepté l'action en contrefaçon basée sur le droit d'auteur. Dans la mesure où la création qui avait été produite, on voyait bien la même lettre H avec les encoches rectangulaires et la façon dont on a été présentée permettait une action contrefaçon. Donc, on voit bien qu'il y a deux systèmes qui coexistent et dans le cadre d'atteinte à une forme, il ne faut pas hésiter, si évidemment c'est pertinent et possible, d'invoquer le dessin et modèle et le droit d'auteur. Après, il faut savoir que pour le droit d'auteur, il y a des conditions qui sont particulières et que ce n'est pas forcément reconnu. Ce n'est pas un titre en tant que tel, il faut le démontrer, d'où l'intérêt, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, vraiment de privilégier aussi le dessin et modèle, puisque c'est un titre qui est quand même assez accessible et assez facile à obtenir en premier lieu. Voilà, donc je vais passer maintenant aux marques, avec un focus particulier sur les marques tridimensionnelles, puisque par essence, les marques verbales ne sont pas intéressées dans ce sujet. Là, on parle de forme, on parle de motifs, donc les marques tridimensionnelles peuvent être déposées, hein, c'est quelque chose qui peut être déposé. Par contre, elles sont soumises à des critères de distinctivité qui sont importants, qui sont même plus stricts que pour des marques verbales. Donc, la marque tridimensionnelle, pour être protégée, doit être distinctive pour les produits et les services revendiqués. Elle ne doit pas être imposée par des contraintes techniques ou fonctionnelles et ne doit pas constituer la valeur substantielle d'un produit. Là, j'ai mis des exemples de marques tridimensionnelles qui avaient été déposées, mais qui sont déjà assez anciennes, hein, donc la fameuse barre de Toblerone et la bouteille nue de Coca-Cola. Par contre, il est très difficile aujourd'hui et de plus en plus d'obtenir une protection sur une marque tridimensionnelle, puisque par essence, souvent, elle n'est pas distinctive en tant que telle, intrinsèquement, et elle constitue souvent la valeur substantielle d'un produit. Donc, je vous ai montré aussi des exemples de marques tridimensionnelles récents qui ont été refusées, hein, ces fameuses bottes de neige assez très connues, qui ont été refusées à l'enregistrement parce qu'il a été estimé que ce modèle de chaussures ne divergeait pas de manière significative des normes du secteur concerné. Ce n'est pas inhabituel de voir ce type de chaussures. De même, le sac, c'est un sac, hein, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais c'est un sac qui s'inspire d'une forme de selle à cheval, qui pourtant est quand même assez original, on va dire, mais il a été considéré que cette forme n'était pas protégeable au titre de la marque. Donc, ça permet de voir qu'en fait, la marque, c'est intéressant de pouvoir l'utiliser, mais elle a quand même ses limites, en tout cas pour les formes. Mais on va voir que c'est aussi un peu la même chose pour d'autres types de marques.
notamment les marques de motifs ou de décoration. Là, il y a des exemples de motifs, de dessins, de dépôts de marques de l'Union européenne sur différents motifs qui ont été enregistrés. Alors, c'est pareil, ces marques, elles ont déjà aussi une certaine... elles datent déjà depuis... Enfin, elles ont été déposées il y a assez longtemps. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, même si il faut, dans certains cas, on peut obtenir des enregistrements. Il est souvent indiqué que les motifs décoratifs sont susceptibles d'être perçus par le consommateur comme des éléments purement ornementaux. Et dans ces cas-là, on n'a pas de garantie de la fonction d'origine qui, par essence, est la fonction de la marque. C'est de pouvoir distinguer les produits et services d'une entreprise de celles d'une autre entreprise. Donc, cette possibilité existe. Il ne faut pas hésiter à faire appel à votre conseil en cas de doute pour savoir ce qu'on peut déposer à titre de marque et envisager parallèlement également une protection à titre de dessin et modèle. Alors, dans la synergie avec les marques, il y a aussi les marques de position qui existent en droit et qui consistent à protéger la façon spécifique dont une marque est placée sur un objet. Moi, je vous ai mis des exemples qui sont assez courants, notamment en matière de chaussures. On voit bien que la marque est destinée à indiquer la position qu'elle a sur un objet. Donc, on a en pointillé la basket et on voit bien que la marque, elle est positionnée à un endroit donné et c'est ce qui permet d'avoir cette marque qu'on appelle de position, même si la loi ne le décrit pas comme position en tant que telle. C'est une marque, ça reste avant tout une marque, mais on voit bien comment elle est placée sur la marque. Et puis, il y a l'exemple également très célèbre de cette semelle rouge pour des chaussures qui a été enregistrée. Il y a eu beaucoup de jurisprudence sur cette fameuse semelle, mais la société Louboutin, pour ne pas la nommer, a obtenu gain de cause, en tout cas en France et dans l'Union européenne, sur la protection de cette marque. Voilà, ça c'est pour expliquer qu'il y a d'autres moyens, mais qui sont souvent à mettre en parallèle avec le modèle. Alors j'ai essayé de vous récapituler un peu les ressemblances et les différences entre les marques et les modèles pour montrer que finalement, le système de la marque et le système du modèle sont en synergie et il faut vraiment réfléchir à la stratégie lorsqu'on dépose de ce qu'on va déposer. Mais on peut tout à fait utiliser les deux systèmes puisqu'ils se complètent. Ainsi, par exemple, le dessin et modèle n'a pas, en termes économiques, la même fonction que le dépôt de la marque. Le dessin et modèle encourage la créativité, l'investissement dans l'innovation, le design. La marque, elle, promeut la transparence et facilite la concurrence commerciale. Le dessin et modèle, c'est le modèle, en tout cas, a pour objet de rendre les produits esthétiquement plaisants. La marque, elle permet aux consommateurs de distinguer les produits et services portant la marque de ceux d'une autre entreprise. C'est vraiment pas du tout la même fonction. Le titulaire des droits, d'ailleurs, peut empêcher, quand on a un modèle, la fabrication et la distribution de tout produit incorporant le dessin modèle, alors que la marque, elle permet d'empêcher l'utilisation non autorisée de la marque, mais elle ne permet pas d'empêcher le produit et la fabrication ou la distribution du produit si la marque n'y figure pas. C'est ce qu'avait souligné Laurent Nuss tout à l'heure. Donc, dans les comparaisons, le dessin modèle, comme on l'a vu tout à l'heure, pour être protégeable, doit être nouveau et avoir un caractère propre. La marque, elle, doit avoir un caractère distinctif. Donc, on l'a vu, ce n'est pas toujours facile pour une marque d'avoir un caractère distinctif, donc le modèle peut suppléer à ce défaut éventuellement. Le dessin et modèle, comme l'a dit Pierre également, permet un enregistrement très rapide. Les offices vérifient les conditions globales de représentation du dessin et modèle, mais vont en général, si ces critères sont remplis, accorder une protection et on aura un certificat d'enregistrement très rapidement. Pour la marque tridimensionnelle ou bidimensionnelle, il y a un risque de refus plus élevé si la forme n'est pas distinctive. D'ailleurs, à ce sujet, il est possible, s'il y a un défaut de distinctivité pour la marque,
d'attendre parfois que la marque ait acquis un caractère distinctif par son usage suffisamment important, si elle devient, si l'usage est assez important, et ça permettra éventuellement de suppléer au manque de caractère distinctif intrinsèque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans le futur, un dépôt de marque, alors que le dépôt de modèle, il faudra qu'on le dépose tout de suite, sinon il ne sera pas nouveau. Pour le dessin et modèle, on peut donc ajourner la publicité. Ça permet de rester au secret un certain temps, ce qui n'est pas le cas de la marque, qui sera publiée. En France, c'est 6 semaines, mais dans les autres pays, c'est quand même aussi assez rapide. On peut faire donc un dépôt simplifié de modèle, ce qui n'est pas possible pour la marque. Ça, c'est au niveau des coûts surtout. On n'est pas obligé d'utiliser le dessin modèle pour l'invoquer, alors que pour les marques, il y a une obligation d'usage au bout de 5 ans après son enregistrement. Et ça peut être un problème dans certains cas. Certes, la durée du dessin modèle va être limitée à 25 ans si on la renouvelle à chaque échéance. Mais 25 ans, c'est quand même une période déjà très longue, surtout en matière de design. C'est quand même un élément qui n'est pas négligeable. Pour la marque, évidemment, quand on a une marque sur une forme, c'est effectivement précieux aussi, puisqu'on a une durée illimitée, pour autant qu'on renouvelle tous les 10 ans la marque. Enfin, l'atteinte à un dessin et modèle s'apprécie selon l'impression d'ensemble pour l'utilisateur averti. Ça, c'est comme ça qu'on apprécie la contrefaçon. Pour les marques, on regarde le risque de confusion pour le public pertinent. Donc, le risque de confusion, c'est est-ce qu'il y a une similitude entre les signes, est-ce qu'il y a une similitude entre les produits et les services qui sont revendiqués à la marque. Alors que pour le design modèle, il n'y a pas de produit de service. Ça couvre l'objet, mais il n'y a pas de revendication spécifique d'un produit ou service. Donc, les modèles, effectivement, peuvent être vulnérables aux actions en nullité, notamment si le modèle n'est pas nouveau. Donc, il faudra veiller avant toute action de s'assurer qu'il n'est pas vulnérable à ce niveau-là, et puis aussi sur le caractère individuel, sachant que la marque, elle est vraiment vulnérable au refus, enfin la marque en tout cas tridimensionnelle ou de décor, si elle confère une valeur substantielle ou si la forme est fonctionnelle. Là, il faut aussi se poser la question avant de faire le dépôt pour savoir ce qui vaut mieux privilégier. Il faut savoir aussi qu'un modèle peut être antériorisé par une marque, d'ailleurs par du droit d'auteur, par toute autre chose, et qu'une marque peut antérioriser un modèle. Alors, je vous ai mis dans un slide simplement des exemples de dépôts courants. Ça peut être des motifs. Là, on voit aussi une interface utilisateur graphique pour un écran d'affichage. On peut aussi mettre des éléments animés là maintenant. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut déposer par modèle. C'est pas du tout exhaustif. Il y a aussi des packaging. Et ça peut être des étiquettes. Ça peut être vraiment énormément de choses. C'est un outil qui est parfois un peu délaissé, alors que, comme l'a dit Pierre, elle présente vraiment un intérêt juridique important, tant en termes de dissuasion qu'en termes de possibilité d'interdire toute forme ressemblante. Pour conclure sur la synergie entre les marques et les dessins et modèles, on voit donc que le cumul est possible, d'une part entre le dessin et modèle et le droit d'auteur, mais aussi entre les dessins et modèles et la marque pour sécuriser les droits. Il ne faut pas hésiter à demander conseil au moment de la création d'une nouvelle forme pour savoir quel est l'outil qui sera le mieux adapté. Il faut aussi savoir que le design évolue rapidement. Donc la protection de modèles dans 5 ans me paraît tout à fait adapté, et que tout ça évolue et va être modernisé, stylisé, donc il faut adapter et redéposer et envisager en tout cas une stratégie de protection tout au long du cycle de la vie d'un produit ou d'un signe, et prévoir des dépôts complémentaires si tout ceci est nécessaire. Donc je répondrai à la question, est-ce que le dessin et modèle est le parent pauvre de la propriété intellectuelle? Oui, c'est le parent pauvre. Je pense qu'il a gagné à être plus reconnu. Voilà, merci pour votre attention. Merci Michel.
Alors, je me tourne vers Anne, puisque nous avons Anne Grouzel avec nous. Alors, c'est le moment de rappeler peut-être une chose importante, c'est que ces rencontres propiales sont le résultat d'un partenariat entre l'I2EPI, donc qui joue un rôle important dans la formation aux aspects de stratégie de propriété intellectuelle, à la CCI Strasbourg Eurométropole. Et alors, vous ne la voyez pas, mais Emmanuel est avec nous. Merci Emmanuel, qui veille au grain technique. Et puis donc l'INPI. Anne, est-ce que nous avons des questions? Alors, nous n'aurons pas de questions dans le chat ni dans le module questions et réponses. En revanche, peut-être que si certaines personnes souhaitent éventuellement lever la main pour poser une C'est le question qui leur moment. brûle la lèvre, c'est le moment. Ah, on a Allez-y. un participant qui souhaite intervenir. Dominique Riffon, Tout à fait. je vous en prie. Merci. J'avais une question, puisque c'est effectivement très intéressant, cette complémentarité entre marque et dessin et modèle. Quel est votre sentiment sur l'idée d'utiliser éventuellement le dessin, en l'occurrence, donc par exemple le logo 2D, pour contourner le principe de spécialité d'une marque? C'est-à-dire se dire, ben voilà, moi j'ai un logo que je vais déposer donc à titre de dessin, et de façon à éviter et élargir la protection que je veux obtenir sur ce logo dans un domaine d'activité dans lequel je n'ai pas de protection par rapport à la classification des produits et services, eh bien, je revendique une protection beaucoup plus large par le principe même de la protection du dessin. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne stratégie, ou en tout cas une stratégie complémentaire à toutes celles que vous avez aujourd'hui exposées? Alors oui, c'est effectivement une stratégie qui peut être complémentaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui déposent aussi leur logo à titre de dessin et modèle. Alors, en plus du dessin et modèle, il y a le droit d'auteur aussi sur le logo, souvent qui peut être invoqué. Il n'y a pas de principe de spécialité, effectivement, sur le dessin et modèle, donc ça peut être un bon système, mais effectivement, le droit d'auteur, parallèlement au dessin et modèle, enfin, les deux droits pourraient être invoqués. Après, il faut savoir que le dépôt du dessin et modèle aura une durée plus limitée que la marque, et si celui-ci continue à être utilisé au cours des années, il aura une durée limitée à un moment donné. Donc, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font le choix de faire les deux, c'est-à-dire de déposer la marque pour des produits et des services donnés, et également de déposer le logo à titre de dessin et modèle, tout à fait. Mais merci pour votre réponse. Oui, effectivement, on utilise ça, notamment lorsqu'il y a des problèmes de titularité entre le droit d'auteur et éventuellement l'entreprise qui va utiliser de manière autorisée le dessin. Et c'est effectivement une option parfois que l'on utilise pour en quelque sorte élargir au-delà du principe de spécialité la protection du logo. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez 3 experts là qui sont prêts à vous répondre. Non? Personne. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois que là, il est quasiment 19 h là. Peut-être allons-nous mettre un terme donc à cette rencontre propiale. Alors, je voudrais remercier encore nos intervenants, donc Michel Dietrich, Laurent Nus et Pierre Albe. Merci encore donc à la CCI, à l'I2EPI. Et puis donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et donc à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.